Merci de votre attention, Madame, Monsieur. L'actualité ce soir, l'Assemblée générale des Nations Unies. Les travaux ont commencé ce mardi à New York. Le chef de l'État y prend part. Principale préoccupation de cette 71e session, la mise en œuvre de l'agenda 2030. Que s'en vaut de vie à New York en début de journal. On l'a appris d'abord par rumeur, un communiqué l'a rendu officiel depuis hier, l'augmentation des frais au poste de péage au sein de la population. Beaucoup d'interrogations. La société s'affaire gestionnaire des postes de péage s'explique ce soir. À suivre enfin le message de paix des médiateurs des pays UEMOA présents à Lomé. Message de paix adressé à l'occasion de la célébration demain 21 septembre de la journée de la paix. Ce sera donc demain. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. L'Assemblée générale des Nations Unies à New York, donc, le chef de l'État prend part aux travaux de cette session, la 61e. Principale préoccupation, la mise en œuvre de l'agenda 2030. Un aperçu avec Kwessan Vodevi. Et si les meilleures réponses aux questions sur le développement venaient de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient en ce moment à New York, exactement un an après l'adoption des objectifs du développement durable, ODD, suite aux résultats pas très glorieux des objectifs du millénaire du développement. Où en est le monde avec le nouvel agenda du développement à l'horizon 2030? C'est en somme un test d'évaluation qui attend les 193 États membres de l'ONU qui présenteront chacun en ce qui le concerne au cours de ce forum multilatéral les efforts déployés pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Pour la mise en œuvre des ODD, le Togo et 21 autres pays ont été choisis comme pays pilotes. Voilà pourquoi le discours du chef de l'État togolais est très attendu à la tribune des Nations Unies. Dans cette optique d'évaluation, Foy Esozina Gnassingbé partagera l'expérience du Togo dans la lutte contre la pauvreté, un exercice qui lui sera fort aisé quand on sait que à l'ESCAP, la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi, le Fonds national de finances inclusives et tout récemment le PUDC, le programme d'urgence du développement communautaire, ont permis un recul de la pauvreté de 61,7% en 2006 à 55,1% en 2015. Le Togo a également à cœur les enjeux de la lutte contre le dérèglement climatique. Lomé est partie prenante de l'accord de Paris sur les changements climatiques COP21. Le chef de l'État l'a confirmé en procédant à la signature du traité au cours d'une cérémonie aux Nations Unies. En marge de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU, et dans le souci d'aider le Sud-Soudan, très jeune pays ayant accédé à la souveraineté internationale en juin 2011, mais en proie à un conflit interne, le Togo, membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, s'est associé aux nouvelles initiatives des Nations Unies prévoyant un renforcement de l'effectif de la mission de l'ONU au Sud-Soudan. Et voilà, et avant à New York, le président Faure Gnassingbé était au Canada à la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial. Les dirigeants ont réaffirmé à l'occasion leur volonté de mettre fin aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme. Une bagatelle somme de 13 milliards de dollars a été mobilisée pour l'agenda 2030. Le résumé des travaux est d'Emso Soukou. À Montréal, le Fonds mondial a reçu le soutien nécessaire
pour efficacement poursuivre la lutte contre les 3 maladies que sont le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Près de 13 milliards de dollars ont été collectés sous forme de contributions annoncées à la fin de la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial. Le chef de l'État, Faure Gnagna Singbe, a pris part aux travaux aux côtés de ses pairs sur invitation du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Ce dernier a annoncé qu'il faut agir sur la prévention à l'endroit des populations clés, les adolescents et les femmes en âge de procréer. Ce budget sera destiné au renforcement de la lutte contre les 3 maladies parce qu'il ne faut pas baisser la garde. Et l'idée, c'est qu'au fil du temps, d'ici les prochaines décennies, qu'on puisse venir à bout de toutes ces maladies-là en Afrique subsaharienne. C'est vraiment le but ultime de tout ce qui est mené. Alors, ceci est possible, mais il faudra que nous jouons aussi notre partition. Et compte tenu du fait que les relations entre le Fonds mondial et le Togo sont au beau fixe, le Fonds mondial a jugé que le Togo serait un interlocuteur valable pour plaider sa cause auprès de ses partenaires. C'est ce qui explique le fait que le chef de l'État a été invité à cette conférence. Le souhait de la conférence de Montréal est de parvenir à 0 nouvelle infection au VIH-Sida d'ici à 2030. Ce pari ne pourra véritablement être gagné que si tous les États prennent un engagement fort et responsable en faveur de la lutte contre la pandémie. Le gouvernement togolais a promis de réaliser les objectifs 90-90-90 de l'ONU-SIDA. Ceci afin que 90% des personnes vivant avec le VIH-Sida connaissent leur statut, 90% des personnes conscientes de leur séropositivité soient sous traitement antirétroviral et 90% de ces personnes sous traitement aient une prise en charge virale indétectable. Il y a lieu de maintenir le cap pour davantage être utile à la population, c'est-à-dire que quand vous prenez par exemple le paludisme simple, son traitement est gratuit grâce aux médicaments mis à disposition par le Fonds mondial. Donc il serait souhaitable que les agences de santé s'attachent au protocole normatif tel que établi par l'Organisation mondiale de la santé. À ce propos, il convient de souligner que les actions du chef de l'État ont permis à la partie togolaise de totalement régler sa contrepartie et donc de répondre totalement à la convention signée avec le Fonds mondial. Et donc c'est dans cette dynamique que nous devons aller, en sachant que les liens avec le Fonds mondial, les liens avec les autres partenaires vont nous permettre davantage de renforcer notre système de santé et ça va permettre progressivement l'extension de l'assurance maladie qui aujourd'hui concerne les seuls fonctionnaires. Entre 2002 et 2016, plus de 113 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le Togo grâce au Fonds mondial, une enveloppe financière qui a permis de diminuer significativement le taux de nouvelles infections et de décès liés au VIH-Sida, mais de nouveaux défis subsistent encore. Nous saluons cette conférence de reconstitution qui permet, qui donne espoir à nos pays de continuer par bénéficier de ces financements, parce que malgré les résultats obtenus, il y a encore de nombreux défis. La prévalence de VIH est encore plus élevée et les femmes encore sont très vulnérables chez nous, les jeunes filles. Les enfants continuent pas à mourir de palu dans nos villages et dans nos villes. Et on a encore des maladies tuberculeuses et donc on a besoin de cette solidarité, de ce financement important pour les prochaines années afin de continuer notamment la politique sociale du gouvernement qui veut mettre vraiment le paquet pour améliorer la santé et le développement de nos populations. Le partenariat du Fonds mondial a permis de sauver 20 millions de vies depuis 2002. La conférence
conférence de Montréal se veut être un nouveau départ pour les États dans la maîtrise de la propagation des épidémies du VIH, de la tuberculose et du paludisme. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure. Rumeur avant officielle depuis hier. Les frais au poste de péage ont augmenté ainsi que le confirme un communiqué des ministres des Transports et celui de l'économie. Nous en faisions écho hier dans le journal de 20 heures. Une hausse qui suscite beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations surtout. La société Safer, gestionnaire des postes de péage, s'explique ce soir sur la nouvelle mesure. Ramdan Bassina. La route est un facteur clé dans le processus de développement d'un pays. De sa bonne gestion dépend la santé de l'économie nationale. Depuis quelques années déjà, le Togo s'est lancé dans un vaste chantier de construction, de réhabilitation des routes sur toute l'étendue du territoire national, ce qui engendre des coûts énormes. Et pour assurer leur durabilité, il revient à chaque citoyen et usager de la route d'adopter des comportements civiques et citoyens. Quelques années sous la conduite du chef de l'État, des efforts énormes ont été engagés. Et ces efforts ont permis le développement de la route, la construction, la réhabilitation sur l'ensemble du réseau routier, à savoir routes revêtues, routes non revêtues et les pistes. Ces efforts ont entraîné un coût énorme et qui est l'engagement de l'État vis-à-vis des partenaires financiers. Aujourd'hui, nous pouvons estimer environ plus de 1000 milliards engagés pour le développement de la route. L'entretien de la route a un coût et la SAFER a pour mission de financer cet entretien à travers quelques taxes sur les produits pétroliers et les droits des péages. La SAFER mobilise et la SAFER finance l'entretien de l'ensemble du réseau routier. C'est dans le souci de garantir la durabilité de l'ensemble du réseau routier au profit des Togolais que le gouvernement a décidé de revoir à la hausse les droits, les tarifs des péages sur l'ensemble du territoire national. Les prix au péage sont désormais fixés comme suit depuis le 16 septembre 2016. Tricycle, 200 francs CFA, véhicule léger, 500 francs CFA, minibus, 1000 francs CFA, autocar, 3000 francs CFA et poids lourd articulé, 4000 francs CFA, ce qui a à coup sûr des impacts sur la population. Nous voulons aussi confier à toutes les Togolaises, à tous les Togolais que nous couvrons à peine 30% des besoins réels de l'entretien routier par an. Ces besoins se situent dans une fourchette de 35 milliards à 40 milliards par an. C'est des fonds engagés, des fonds à rembourser aux partenaires. Et c'est chaque Togolaise et chaque Togolais qui contribuera aujourd'hui et demain à rembourser ces fonds. L'impact immédiat sur l'économie, c'est la facilité, la mobilité des personnes et des biens sur l'ensemble du réseau. C'est également permettre à ce que les zones de production puissent être accessibles facilement. La hausse des prix au péage répond donc à une nécessité et chaque acteur est appelé à œuvrer pour l'essor de l'économie nationale et la survie des infrastructures routières. Voilà donc pour les explications sur la hausse des droits au péage. Les nouvelles du PUDC maintenant. Le programme d'urgence de développement communautaire lancé en février dernier, il se poursuit. Les premiers indicateurs dans les différents secteurs font déjà, et ce depuis ce matin, objet de validation. Il devrait à terme, ce programme, améliorer les conditions de vie des populations. Les précisions et de M. Soukour.
Combattre la pauvreté, les inégalités sociales à tous les niveaux et permettre l'accès au bien-être à tous les citoyens, surtout ceux des milieux peu ou mal desservis. Voilà l'ambition du PUDC, programme d'urgence de développement communautaire qui, dans sa phase pilote 2016-2018, couvre 27 préfectures à travers le pays. Le gouvernement, avec le soutien du PNUD, veut accélérer l'accès des populations aux infrastructures socio-économiques de base. Mais avant cette étape, plus de 200 indicateurs couvrant tous les secteurs sont soumis à étude afin d'en retenir la liste définitive. Cette étape aujourd'hui était très importante parce qu'il faut savoir effectivement dans les 27 préfectures qui font l'objet du programme prioritaire, donc s'accorder sur où est-ce que nous en sommes dans le domaine de l'éducation, de la santé, du désenclavement, de l'accès à l'hydraulique, l'accès à l'assainissement, l'accès à l'énergie, etc. Pour pouvoir dire maintenant, en 2018, qu'est-ce qu'on doit atteindre comme amélioration. Il y a déjà les appels d'offres pour les travaux qui sont déjà lancés. Nous avons lancé un important programme de construction de pistes de désenclavement. Et nous allons réaliser dans le courant 2016, donc déjà une première tranche de 400 km de pistes. À côté de ça, nous allons, je crois qu'aujourd'hui même, vous allez voir, vous avez déjà vu dans les journaux, les appels d'offres pour la construction des infrastructures scolaires. Le PUDC se présente donc comme un outil de renforcement de la cohésion nationale et de lutte contre la pauvreté. Plus de 155 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour son début. Aucun aspect du développement inclusif ne sera négligé. Des garde-fous sont mis pour éviter les échecs sur le terrain. Ce qu'il faut noter, c'est que personne ne va accepter perdre les 155 milliards. C'est pour cela que on est allé chercher les meilleures pratiques dans le domaine. Il y a des pays qui ont expérimenté la chose, notamment le Sénégal. Comment ils ont fait? Nous sommes allés chercher dans ces pays comment ils ont fait pour accélérer. Si dans le temps où actuellement, le Ghana par exemple aussi, si aujourd'hui on met 1 an, 2 ans pour mettre en œuvre une infrastructure, que ce soit dans le domaine de l'énergie, de la santé ou de l'eau, et qu'avec le PUDC, on peut juste utiliser 3 mois, 6 mois, oui, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, parce que le besoin est là. Comment faire pour accélérer la prise de décision, l'action, et également s'assurer que l'impact est réel, d'où ce système de géolocalisation. Donc c'est important de noter tout cela. Et aussi, la personne qui joue un rôle essentiel dans tout ce processus, c'est les bénéficiaires. Le chef de l'État lui a dit au lancement, il veut que les bénéficiaires soient les premiers à s'assurer que les infrastructures se mettent en œuvre et qu'ils soient les premiers à dénoncer des cas de défaillance, etc. Et ce n'est que comme cela qu'on peut se réajuster et faire en sorte que les attentes soient comblées. Bon, d'abord, le bénéficiaire a été en amont, puisque on n'a pas juste, on n'est pas resté dans les bureaux pour décider de quoi faire. Les ministères, appuyés par des experts, sont allés sur le terrain pour collecter les informations. Donc ça a été un diagnostic participatif. Les gens ont noté, voilà nos besoins, voilà nos priorités. Et c'est ça qui est remonté maintenant au niveau du programme du PUDC. Donc en amont, ils sont présents. Dans la mise en œuvre, ils sont là aussi dans leur communauté pour s'assurer que ce qui est prévu est fait réellement et avec quelle qualité.
Le développement d'un système de géolocalisation des infrastructures est vivement souhaité pour apprécier la réalisation des infrastructures de base sur le terrain. Améliorer le niveau de vie des populations, oui, mais le faire à un rythme soutenu avec un impact réel est important. C'est le défi à relever, la chose la mieux partagée par les participants à cet atelier. Autre programme évoqué ce soir, l'ASCAP, la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi. Son rapport 2015 fait également objet de validation depuis ce matin. C'est la synthèse des rapports annuels de performance des ministères. On devrait en savoir un peu plus sur les acquis enregistrés. Pour l'incarnement, Charlotte Moussimi. 2015, la troisième année de mise en œuvre de l'ASCAP, stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Les efforts se sont poursuivis et l'heure est aujourd'hui au bilan. Selon les indicateurs, le PIB agricole a chuté comparativement aux années précédentes. En ce qui concerne l'éducation, le taux au préscolaire et primaire a progressé, contrairement au secondaire et universitaire, où l'on note une régression. Des progrès ont donc été enregistrés à des degrés divers, mais des contre-performances ont été aussi notées par endroits. Le cadre macroéconomique général s'est consolidé. Il y a eu l'inflation qui a été maîtrisée, la balance courante vraiment s'est améliorée, mais on a eu une petite décélération du taux de croissance du PIB qui a glissé de 5,9% à 5,4%. Au niveau des secteurs à fort potentiel de croissance comme l'agriculture, quoique les résultats de la production n'aient pas été à la hauteur de ceux enregistrés en 2014 du fait des conditions climatiques qui n'ont pas été favorables, mais le niveau de la production vivrière n'a pas connu un déficit. Les efforts en matière de renforcement des infrastructures, comme vous le savez, se sont poursuivis. Ces résultats sont compilés dans ce rapport qui est aujourd'hui soumis à validation. Outre les progrès enregistrés, le document souligne les obstacles rencontrés. Les actions de développement des ministères n'ont pas eu le niveau des ressources qui étaient escomptées. La question de suivi, évaluation et de monitoring dans les ministères mérite aussi d'être renforcée parce qu'on a des problèmes, ça et là, à avoir des informations bien pointues sur les actions menées, les indicateurs, etc. Donc, ce document provisoire est la synthèse des rapports annuels de performance des ministères et des rapports de suivi et évaluation participatif des régions maritimes et centrales. Une fois peaufiné, il servira de base pour les travaux de la revue annuelle conjointe de l'ASCAP au cours de la prochaine session du Conseil national des politiques de développement. Lancée en 2013, l'ASCAP prend fin en 2017. À signaler la prochaine rencontre des députés de l'Assemblée nationale, ce sera ce jeudi 22 septembre 2016 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale, conformément à l'alinéa 55, à l'article 55, alinéa 8 de la Constitution de la troisième session extraordinaire de l'année. C'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. L'actualité ce mardi, c'est aussi la santé mère-enfant. Elle demeure une préoccupation, un défi. 8 pays du partenariat de Ouagadougou sont actuellement à Lomé en partage d'expériences. Nous
reviendrons sur le sujet dans le courant de cette édition si tout va bien. Une maman en bonne santé, un bébé en pleine forme, ça passe aussi par un système de santé et de vaccination bien financé, bien harmonisé. Les questions de financement sont justement discutées par experts nationaux du ministère de la Santé et partenaires techniques et financiers. La rubrique à l'ordre du jour de Douaré, Ramdan Bassina. Les partenaires techniques et financiers de renforcement du système de santé et de vaccination au Togo s'engagent dans une gestion plus harmonieuse des financements pour compléter au mieux les apports du gouvernement au plan national. Ils vont ensemble avec le ministère de la Santé ressortir les besoins stratégiques, faire des cartographies des ressources disponibles, identifier le budget alloué par l'État, optimiser la mobilisation des ressources et garantir leur mise en œuvre. Pour les différents exercices biennaux, le système de santé est bien positionné et nous apportons notre appui technique en collaboration avec les donateurs que sont Gavi Alliance, auquel nous appartenons, mais aussi le Fonds mondial. Et nous accompagnons la mobilisation des ressources également. Le système de santé pour nous est extrêmement important. Nous voulons que nos investissements puissent contribuer à l'ensemble du système et en phase avec la politique du ministère de la Santé, parce que un système fort est tout simplement le garant de l'atteinte des objectifs de développement durable. Et nous avons l'intention de continuer dans cette direction pour soutenir le plan de développement sanitaire. Cette dynamique va permettre d'élaborer une nouvelle subvention qui sera soumise à Gavi Alliance et d'autres partenaires sur la base d'un nouveau modèle de financement pour le renforcement du système de santé et l'introduction de nouveaux vaccins. Le Togo est éligible sur les 5 prochaines années d'environ 6,5 millions de dollars pour renforcer, contribuer au renforcement du système de santé. Mais en plus de cela, renforcer la plateforme d'optimisation des équipements de la chaîne de froid. C'est ce qui permet effectivement de mettre à niveau les équipements de la chaîne de froid jusqu'au niveau du district pour pouvoir effectivement renforcer la chaîne d'approvisionnement du niveau central jusqu'au niveau périphérique pour avoir des vaccins bien conservés et qui arrivent jusqu'à l'utilisateur final et permettent de vacciner les enfants dans de bonnes conditions et de les immuniser. Le gouvernement togolais entend établir un dialogue régulier avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux afin de faciliter les discussions au sein de l'instance de coordination nationale pour la gouvernance des subventions du RSS. Cette nouvelle approche sera appliquée progressivement à tous les pays partenaires de Gavi dès janvier 2017. Ceci pour contribuer à l'amélioration des processus de planification nationaux du système de santé et ainsi favoriser le bien-être des populations. Dans le reste de l'actualité, cette rencontre BCA au Togo, directeur généraux des systèmes financiers décentralisés, également présent la discussion, la cellule d'appui et de suivi des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit. C'est la 3e rencontre du genre de l'année. En toile de fond, la situation du secteur microfinance au 30 juin 2016, un exercice d'inventaire. Donc, Mathias Touglo, Carmen Madia Kapou. Le secteur de la microfinance a évolué ces dernières années au Togo. Les 2 premiers trimestres de 2016 ont été marqués par une hausse des activités dans ce domaine. Le nombre de bénéficiaires de systèmes financiers décentralisés, par exemple, a connu une augmentation de 3,5% avec une adhésion supplémentaire de 88 222 membres. Cette évolution a eu un impact positif
sur les dépôts et les crédits qui ont respectivement progressé de 4,2% et de 6,7% d'un trimestre à un autre. Ces bons résultats cachent cependant quelques contre-performances qui ont été enregistrées au niveau du système et qui sont induites principalement par la détérioration du portefeuille de crédit, mais également par une non-observation du dispositif prudentiel, mais aussi la dégradation du portefeuille. Des propositions ont été faites au cours de ces assises pour préserver et consolider les acquis de ce secteur. Concernant par exemple le premier point qui est la dégradation du portefeuille, nous avons vu qu'il y a lieu de revoir le système de mise en place de nos crédits. Nous avons également insisté sur la nécessité de faire une éducation financière pour que les clients comprennent le rôle des institutions de microfinance. Concernant le second point qui est relatif à l'insuffisance de capitalisation, des approches de solutions ont été également proposées qui sont entre autres l'appel aux membres. Les autorités de supervision, notamment la cellule d'appui et de suivi des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, CASIMEC et la BCAO, mettent déjà tout en œuvre pour assainir le secteur afin de renforcer sa crédibilité au sein de la population. 13 SFD en difficulté majeure ont fait l'objet d'une évaluation. Donc, nous sommes en train de finaliser leur situation, l'analyse de leur situation. Et il y a des décisions qui vont être prises, soit le retrait d'agrément. Et au niveau des structures illégales, nous avons commencé à fermer certaines structures et en collaboration avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère de la Justice. Cette rencontre a permis d'examiner une série de questions liées précisément à l'amélioration des conditions de démarrage des bureaux d'information BIC et la contribution des systèmes financiers décentralisés aux ressources du Fonds de garantie des dépôts dans l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine. L'Office togolais de la recette à l'exercice sur les activités au premier semestre 2016. Y a-t-il des difficultés dans la collecte des recettes fiscales? Le bilan de l'année, Lucassi, pour le compte rendu. Plus de 2 ans et demi après son opérationnalisation, l'Office togolais des recettes OTR enregistre des performances au-delà des objectifs qui lui sont assignés. Pour le compte de l'exercice 2015, l'Office a fait des recettes de 517 milliards de francs CFA, supplantant ainsi les 480 milliards de francs CFA demandés par le gouvernement, soit des taux de réalisation de 110% et de 107%. Et pour l'année en cours, l'OTR a pour mission d'engranger la somme de 575 milliards de francs CFA pour participer au budget national. À mi-parcours de l'année, le taux des recouvrements fiscaux de l'institution est de 49,8%. Les 51% restants seront atteints dans le second semestre réputé être généralement plus favorable aux échanges commerciaux, par conséquent à la collecte des recettes. C'est ce qui ressort de cette rencontre périodique de management du comité de direction de l'OTR avec les directeurs et chefs de division pour la revue des activités en vue d'éventuels recadrages et de peaufiner les stratégies à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de l'Office d'ici la fin de l'année. Les recettes collectées sont en perpétuel accroissement. Entre 2013 et 2015, les recettes fiscales ont connu une hausse de 27,9%,
et le recouvrement des recettes budgétaires au premier semestre en 2015 et 2016 sont respectivement de 12,4% et 17,2%. Des taux d'accroissement très significatifs par rapport aux années antérieures. Ces résultats ont été rendus possibles grâce à des facteurs tels que la rigueur dans le processus de collecte des recettes et le renforcement du contrôle fiscal et de l'analyse des risques pratiqués par l'OTR, selon le commissaire général Henri Gaperi. Annoncions en titre, le message de paix des médiateurs ouest-africains de l'UEMOA appelle à la paix, à la non-violence, lancé ce mardi à la veille de la journée de la paix. Demain, 21 septembre, Augustin Kossi et Serre Laclé. Pour mobiliser les États en faveur de la dignité et de l'égalité de tous les êtres humains, une journée internationale de la paix est instaurée par les Nations Unies. Elle est célébrée chaque 21 septembre et est dédiée à la non-violence, à la tolérance et à la protection des droits humains. Et le nouvel agenda planétaire 2030 incite les États à entreprendre des actions concrètes pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité au peuple pour l'édification d'une société paisible. Le moment s'y prête bien. L'association des médiateurs des pays de l'UEMOA, présente à Lomé dans le contexte du renforcement des mécanismes de paix dans les États membres, a jugé opportun d'en appeler à une prise de conscience. Sachant que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement que les hommes doivent avoir et respecter pour le bien de tous. Remarquant que la recherche permanente de la paix est un combat qui vaille d'être mené pour des actions de développement dans la concorde et la solidarité. Relevant que les Nations Unies ont retenu pour cette année 2016, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, le thème suivant: Objectifs du développement durable, composante de la paix. Observant la gravité du contexte sécuritaire très préoccupant en raison de l'activité des groupes terroristes préjudiciables à la paix en Afrique et dans le monde, lançons un vibrant et solennel appel à tous les États et à tous les citoyens de l'espace UEMOA à la mobilisation générale en faveur de la paix et encourageons tous les citoyens à unir leurs énergies afin que les sociétés humaines vivent dans la paix, la quiétude et la sérénité totale. La Journée internationale de la paix a été célébrée pour la première fois en 1981. Objectif du développement durable, composante de la paix. C'est bel et bien le thème de cette année. C'est dire que les 17 objectifs de développement durable ont alors une nouvelle vision porteuse de changements en matière de l'édification de la paix, de la lutte contre les menaces terroristes, la dégradation de l'environnement, la lutte contre la faim. Comme quoi, il ne peut y avoir de développement durable sans la paix, ni de paix sans développement durable selon les Nations Unies. Et un message de paix qui fait écho avant l'heure à la solidarité dimanche exprimé aux détenus privés de liberté. Ils étaient célébrés au Palais des Congrès, pas pour les faits qui leur sont reprochés, c'est juste une marque de sympathie et de solidarité. Le concert, le récit, Gérald Agoudou. Ce concert est un événement à caractère social au profit des détenus. Dénommé concert de solidarité, cette initiative vise à mobiliser des populations en faveur du bien-être des personnes en milieu carcéral. Sur scène, des prestations des artistes, musiciens et humoristes.
Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Je suis vu dans l'obligation de venir parce qu'on m'a dit de venir. Pas parce que je n'ai pas de programme à Abidjan. Je lui ai fait savoir combien de programmes que j'ai. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui est en prison, la Bible dit ça, c'est la vraie religion. Et chacun doit assister parce qu'on ne sait jamais. Concernant le spectacle, je peux dire que tout va bien. Pour les prisonniers, les humoristes, tout. Et je fais coucou particulièrement à Alès. Il nous a fait courir. Les recettes collectées après ce concert seront investies dans les produits pharmaceutiques destinés aux détenus. L'ambition de cette initiative est de sensibiliser les décideurs, les acteurs, les défenseurs des droits de l'homme, ensemble à travailler, à œuvrer, d'œuvrer pour le respect des droits des détenus et profiter de cette occasion pour sensibiliser la jeunesse. Vous avez pu constater aussi la prestation des détenus au profit de qui ce concert est organisé. Donc nous pouvons dire que somme toute c'est une ambiance bon enfant et que tout le monde a trouvé son compte. Selon le comité d'organisation, c'est également une occasion de sensibiliser la population, notamment la jeunesse, à éviter à tout prix le milieu carcéral en adoptant des attitudes saines et responsables. Voilà, quelques communiqués avant de refermer cette édition qui a débordé un tout petit peu. La direction générale de la Société Générale des Eaux informe son aimable clientèle de Lomé et de ses environs qu'en raison des travaux de maintenance sur ses ouvrages de production d'eau potable à Kakaveli, des perturbations pourraient être observées dans la fourniture d'eau dans certains quartiers de la ville au cours des journées du mercredi 21 du jeudi 22 septembre 2016. La TDE présente d'avance ses excuses aux abonnés pour le désagrément et les rassure que les dispositions sont prises pour le rétablissement rapide du service. Et puis je rappelle ce communiqué du président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés que conformément à l'article 55 alinéa 8 de la Constitution, la troisième session extraordinaire de l'année s'ouvrira le jeudi 22 septembre 2016 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle soirée.